pour l'invitation, David, de vous présenter devant vous. Donc, comme David l'a dit, vous allez voir des choses que c'est peut-être pas trop votre domaine, là, parce que je suis plus sur du bruit environnemental dans ce que je vais présenter. Là. Et on va aller faire un tour. Je risque d'aller assez vite. Je m'excuse. Je fais des choses, bon, c'est un petit peu plus basique, là, mais vous n'hésitez pas, là, si vous ne comprenez pas, des fois que, on ne sait jamais, là, arrêtez-le. David en a parlé, on a fait notre thèse il y a longtemps à l'IGN. Moi, c'était sur des systèmes de dialogue homme-machine, donc c'était complètement différent, là, on s'entend. Donc, moi, c'était en informatique. Après, j'étais au Canada, le CRG, à l'époque, où j'ai fait 3 ans de postdoctorat en géo-informatique. Donc, c'est plus mon domaine, c'est la géo-informatique de manière générale. Je suis pas en télédétection, je connais ça, j'en ai fait un petit peu, mais c'est pas mon domaine. Depuis 2007, je suis professeur au département des sciences géomatiques de l'Université Laval. Et puis, je suis accessoirement, j'ai toujours accessoirement, directeur des programmes gradués, donc tout ce qui est microprogramme au Canada, donc au niveau de notre département des sciences géomatiques, donc des maîtrises professionnelles, des maîtrises recherche et des doctorats. J'ai touché plein de domaines, c'est juste pour illustrer, là, j'en ai d'autres, mais je n'ai pas tout mis, en tout cas. J'ai fait du jeu éducatif, c'est vrai que j'ai des pointeurs. Ah, okay. J'ai travaillé sur des jeux éducatifs, j'ai travaillé sur de la mobilité pour les personnes en fauteuil roulant. Ça, c'est du cadastre 3D qui est plus récent. J'ai de la consultation publique au niveau là, donc l'usage des cartes, ce qui n'est pas toujours facile. J'ai fait de la télédétection avec les maladies vectorielles, notamment la maladie de Lyme et puis le virus du Nil. J'ai travaillé aussi sur des inondations. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses aussi en 3D. C'est un peu un de mes intérêts de recherche. Ensuite, environnement sonore, c'est ce que je vais surtout parler par après. Ça, c'est des cartes de bruit, un peu plus vers du paysage sonore virtuel, on va dire, et encore du bruit qui est représenté. Fait que là, je vais rentrer dans le vif du sujet, le son surtout. Tout le monde sait c'est quoi du son. Il y a une source, il y a une propagation, puis ensuite il y a une réception, puis ça donne des sensations. Je vais aller très vite là, c'est quand même des choses qui sont assez élémentaires. Je pense qu'il y en a plusieurs qui ont déjà vu des présentations ici, donc, si j'ai compris. Mais je vais aller vite, mais ça donne un certain nombre d'émotions. Ils ne sont pas toutes là, je sais qu'ils ont fait un deuxième. Il y en a plus. Mais celles-là, on les retrouve même plus loin dans d'autres diapositives et sur des applications que j'ai pu voir. Donc, encore une fois, je vais aller très vite. Le son, comme il se caractérise, on a la fréquence, donc si c'est grave ou aigu. Puis je ne suis pas un puriste en acoustique, là, donc je dis peut-être des bêtises, hein, mais en tout cas, je sais que c'est pas mal ça. Le décibel, c'est celui qu'on connaît le plus, parce que c'est lui qui est associé au bruit. Donc, plus c'est élevé, comme on peut voir là, ici, là, je trouve là, tac. Un Vuvuzela, ça fait 127 décibels. Sachant que le seuil de douleur pour l'homme est 120 décibels, c'est que ça fait quand même du bruit. Okay, donc, c'est quand même des éléments qui sont importants, puis c'est souvent pris en compte par rapport, évidemment, à la cartographie du bruit, puis les décisions qui sont prises en fonction de ça. Après, il y a le timbre, c'est ce qui différencie. Donc là, c'est un exemple avec de la musique, là, on est capable de jouer sur le timbre. Ensuite, ce qu'on retrouve, c'est la propagation. Comment ça se propage? Donc là, vous êtes en train de m'écouter, vous êtes des récepteurs. Moi, je suis la source, ça se propage. C'est sûr que si je parle derrière, comme ça, vous allez moins m'entendre, alors que si je suis vers vous, vous allez m'entendre. Il y a des endroits comme là, actuellement, mon appartement où je suis à Toulouse, je suis dans une rue, ça résonne très fort parce que y a des phases de réverbération, de réflexion, etc. Là, donc, ça fait comme un gros caverne, là, puis ça fait un bruit, alors qu'ils sont en train de marcher dans la rue, en train de se raconter leur vie, là, mais c'est très fort. Donc, il y a des obstacles, il y a l'arbre qui peut être un obstacle, il y a le sol qui peut être un obstacle, il y a toutes sortes de bâtiments. C'est des obstacles qui vont permettre d'avoir des actions sur la propagation de l'onde. Donc ça, c'est les caractéristiques en gros qui sont associées au son. Après, il y a quand même, ça date de 1977, le paysage sonore. Donc ça, je pense que vous êtes plus familier avec le paysage sonore. Donc Schaeffer, qui est un Canadien, qui avait musicien universitaire, qui avait défini cette notion-là de paysage sonore, où c'est des sons remarquables à un instant T, à un lieu T. Donc ici, on a en gros une vision de ce que c'était le village de Bissingen, là, vers 11h, le 6 mars 75. Donc
on peut voir un certain nombre d'éléments qui peuvent être plus ou moins. Je me trompe tout le temps de bouton, je m'excuse. Bon, on a une église avec le son des cloches, on a des avions, on a des oiseaux, on a des tracteurs, je sais plus où ils sont, en tout cas, il y a des voitures, etc. Donc il y a tout un tas d'éléments, et ça caractérise le paysage sonore à ce moment-là. Donc ça, je pense que vous êtes déjà au courant de comment ça fonctionne. Ces éléments-là, je pense qu'aussi vous les connaissez, la biophonie, la géophonie, l'anthropophonie. Bon, c'est bon, pour, tout le monde est au courant de c'est quoi, juste pour être sûr, parce que sinon je vais... ouais, ok. Bon, j'ai des exemples. Bon, le premier marche pas, mais le deuxième, je peux toujours le partir. Ça, je sais pas, par contre, avec ça, hein, je suis pas sûr de pouvoir le faire. C'est juste pour le... C'est surtout celui d'après qui est drôle. Bon, ça, c'est joyeux, c'est des sons qui sont quand même pas... on entend un avion, là, puis c'était juste caractéristique du Québec. Bon, on a des oies, des neiges ou des bernaches qui sont proches du fleuve et puis on les entend, puis c'est assez, pour nous c'est très courant de les entendre. Évidemment, en période, elles sont en train de migrer. Ça, c'est joyeux. Après, on en a d'autres qui sont plus gênants, là. Donc là, c'est du bruit de chantier, là, juste pour illustrer. Donc là, on est plus dans l'anthropophonie avec ce genre de choses. On va arrêter. Par rapport à tout ça, paysage sonore, il n'y a pas juste aussi de caractériser ce qu'il y a au niveau de la phonie, il y a également, puis ça on va peut-être plus vers la psychoacoustique, là, tout ce qui est associé à la perception. Donc comment on perçoit en gros l'environnement dans lequel on est. Donc là, on a un certain nombre souvent de questions qui sont associées à ça, là, quand ils font des questionnaires, puis on va s'en trouver avec est-ce que c'était joyeux, c'était agréable, pas agréable, en tout cas triste, ça faisait peur, etc. Donc, on retrouve beaucoup de ces éléments-là quand on veut caractériser le paysage sonore dans le milieu urbain, par exemple. Là, c'est devenu de plus en plus courant parce qu'on a besoin de comprendre que c'est pas juste du bruit ou c'est pas juste des oiseaux qui chantent. Il y a peut-être aussi une notion qu'on aime ou on n'aime pas. Le bruit. Donc ça, c'est l'étape d'après. C'est qu'on est dans la phase où on n'aime pas. Okay. Donc c'est vraiment basé sur le décibel. C'est sur cet élément-là qui est la première distinction. Après, il y a toujours des tendancieux. Donc tout élément qui est associé, par exemple, c'est souvent anthropique lié à, je vais prendre le pointeur, les véhicules, le transport, le train, les avions, bon bref, c'est toujours les mêmes affaires. Là, c'est le transport qui pose un gros problème au niveau du bruit, au niveau des villes, qui pose juste au niveau des villes. Dès que ça passe quelque part, ça fait du bruit. Ça a plusieurs impacts. Premier, c'est la santé publique. Donc ça a des impacts sur surtout sur les problèmes cardiovasculaires, l'insomnie, la difficulté de concentration, les performances. C'est très stressant également. Puis après, les effets auditifs. Ça a d'autres problèmes également par rapport au patrimoine sonore, la diversité, l'aménagement du territoire, etc., etc. Donc, c'est pas le plus vendeur au monde, le problématique du bruit. Par contre, il est là, il existe, puis il est de plus en plus présent, puis il faut lutter contre ça. Donc, juste encore à titre d'exemple, là, il y a 20% de la population en Europe qui est affectée par du bruit au niveau du transport. Ça représente à peu près 17 millions, si je vais dessus, 17 millions d'Européens. Pour dormir, 4,6 millions. Problèmes cardiovasculaires, 49 000 maladies vasculaires. Donc ça amène plein de problèmes. Le stress en fait partie, évidemment. Ça cause beaucoup de problèmes en lien avec ça. Le Québec, c'est plus petit le Québec. Là, il y a juste 7 millions et quelques d'habitants au Québec. Nous, on a cette problématique-là. Le problème qu'il y a plus au niveau du Québec, il y a des chiffres là, mais c'est surtout que nous, on n'a pas de politique gouvernementale. Alors qu'en Europe, il y a une politique depuis plusieurs années, depuis une vingtaine d'années qui existe, qui oblige les municipalités de plus de 100 000 habitants à se doter de cartographie du bruit et puis de conscientiser le monde par rapport à tout ça. Voilà. Juste une petite aparté rapide parce que j'ai vu que je vais en parler un peu plus loin. Après, au niveau de la biodiversité, il y a quand même des statistiques là, récentes que j'ai trouvées. Il y a 29% des zones Natura 2000 qui sont affectées par des problèmes justement liés au bruit de transport.
Puis dans les parcs et les espaces verts, les zones de quiétude en ville, ben, il y a également 34% de la population qui n'y a pas accès, qui a accès, ce qui est quand même pas beaucoup par rapport à des zones de ville. Donc pour ça, il y a beaucoup de travaux maintenant qui vont pour promouvoir l'accès à ces zones-là là, pour les populations, notamment les populations vieillissantes. Puis, ça, il y a quelques années, il y a 4 ans, sûrement vous êtes au courant, peut-être pas, mais en tout cas, il y a la question du patrimoine sonore qui était rajoutée à d'autres questions de patrimoine, notamment parce qu'il y avait des gens, je ciblerai personne, mais je sais que j'avais entendu des Parisiens, par exemple, qui allaient à La Rochelle, puis malheureusement, l'endroit qu'ils avaient acheté leur maison, le voisin, il avait un coq, puis tous les matins, il se mettait à chanter. Et ils sont pleins. Où il y a des gens qui avaient loué un Airbnb dans une ville où il y a un clocher, puis le dimanche matin, ils s'étaient étonnés que ça sonne tout le temps, donc je m'excuse si je parle avec des mots québécois, c'est normal. Donc il y a eu une loi qui a été écrite pour pouvoir justement avoir de considérer ces éléments-là particuliers du patrimoine sensoriel et que un chant de coq, des cigales, une odeur de fumier, du crottin de cheval, si ça fait partie du paysage, il reste là. C'est pas quelque chose qui doit être changé parce que des gens se plaignent et qu'ils n'étaient pas là avant. C'est juste une petite aparté, mais j'aime bien cet exemple-là. Fait que là, il faut que j'aille plus vite encore. Là, je vais rentrer plus dans l'aspect environnement sonore ou les cartographies qui sont associées à ça. Moi, j'ai décidé de distinguer un peu deux grosses cartographies. Il y a la cartographie d'inventaire, puis la cartographie d'analyse. On est habitué à avoir ce genre de distinction-là. Cartographie d'inventaire, donc là, on voit un exemple avec Regard the Wave, qui vient en gros enregistrer, là, on voit différents numéros, là, c'est en gros des enregistrements où les gens enregistrent sur le territoire avec une application mobile et après le partage à travers leur plateforme. Donc, ils peuvent mettre un certain nombre d'informations aussi sur l'aspect perception. Donc, ils peuvent faire ce genre de choses. Donc là, on est dans la biodiversité, paysage sonore, perception. Après, on peut aller sur des choses qui sont avec du multimédia, où on va avoir encore des paysages sonores. Je pointe avec ça. On peut avoir des vidéos également. Ici, c'est juste des enregistrements au niveau de la ville de Montréal. Donc, ils ont enregistré, donc ça revient à peu près la même chose, juste pour me donner des exemples. Puis, au niveau du bruit, ce qu'on va pouvoir faire, oui, il y a le décibel. À un endroit, on est capable d'avoir une valeur localisée. On fait un inventaire. Mais là, c'est les inventaires des capteurs qui se trouvent plus sur la carte qui est ici. Donc, tous les capteurs qui sont sur la ville de Paris et aux alentours. Et là, c'est quel type de bruit qu'on retrouve à cet endroit-là. Donc, de l'aérien, du ferroviaire, du routier, etc. Donc là, c'est juste un inventaire, il n'y a aucune analyse qui est faite par rapport à ça. Donc oui, il a fallu le traiter pour pouvoir l'obtenir, mais sinon, ce n'est pas des cartes d'analyse. Les applications mobiles, ça c'est une application qui est très connue au niveau du bruit. Là, c'est avec Noise Planet, un groupe de recherche qui se trouve à Nantes, qui travaille là-dessus. Et là, on est plus dans des cartes d'analyse. Donc là, c'est typiquement ce qu'on retrouve quand on fait une carte de bruit. C'est ce genre de choses. Évidemment, les couleurs peuvent changer. C'est pas à Paris, là, mais c'est exactement ça qu'on va faire. Donc, il y a des méthodes de calcul qui sont utilisées et qui permettent en gros d'avoir à remplir tout le territoire. Donc, on n'est pas juste avec des points, là, on remplit le territoire. Au niveau de la phonie, donc des paysages sonores, il va y avoir aussi des travaux qui existent pour pouvoir essayer de compléter ce genre de choses. Donc, on va faire des analyses suivant le territoire. Ils ont fait des relevés, et puis à partir de ce moment-là, ils font ils essaient de deviner, on fait de l'interpolation, en gros, là, pour pouvoir essayer de voir qu'est-ce qui se trouve sur le territoire. Donc, il me semble que c'était en Tunisie, là, que ça se faisait, mais je suis pas sûr à 100%. Donc, ça fait quelques temps que j'avais trouvé celui-là. Ça, c'est en Angleterre, donc ça, je le sais. Je le reconnais. Donc là, on peut voir qu'il y a tous les sons qui sont mélangés, mais on peut avoir aussi l'absence de son, la géophonie, la biophonie, l'anthropophonie. Donc, ils ont fait un peu des cartes d'analyse avec des clusters là, qui sont un peu partout là, sur le territoire. Donc là, les cartes, là, il y en a. Celui-là, c'est un exemple particulier, c'est qu'ils sont basés sur des images Flickr et du site Flickr, puis qu'à partir des images, ils ont essayé de deviner, et via de la littérature, là, ils ont essayé de trouver qu'est-ce qui était le plus vraisemblable au niveau
de l'environnement, du paysage sonore. Donc on retrouve de la nature, on retrouve du transport, de la nature, de l'humain, de la musique et des bâtiments. Puis bah, ils ont cartographié tout le territoire. Donc là, ici, je pense que c'est Londres, mais il y a Madrid, puis il me semble qu'il y a Milan, je ne sais plus exactement Milan, mais en tout cas, il y a plusieurs villes en Europe qui ont ce genre de cartographie. Puis ils ont également mis leur ressenti ici. Donc on retrouve bah, Diego, la peur, ceux que j'avais mentionnés tout à l'heure, là on les retrouve ici, là, puis il y en a d'autres. Après, il y a d'autres types de cartes, évidemment, où on va voir de l'aspect sonore. Des fois, j'appelle ça des cartes de son, parce que ça peut être n'importe quoi. Donc là, c'est une carte de bruit, en fin de compte, d'analyse qui est utilisée. C'est l'analyse, c'est Montpellier, mais ils ont fait un récit à côté. Donc si on navigue, on est capable d'avoir un déploiement de la carte au fur et à mesure. Donc ça, c'est les cartes récits, ou en anglais, story map, tout simplement. Après, des parcours. On peut avoir des choses avec de l'art et de la musique. Ça, c'était particulier, ça avait été fait à Montréal il y a quelques années, où en gros, c'était des géofences. Donc, suivant dans la zone où on était, les gens avaient des écouteurs ou leur téléphone. Puis ils avaient de la musique qui était propagée suivant l'endroit où ils se trouvaient dans les zones. Puis il y avait de la danse à ces endroits-là. C'était un trait particulier, c'est de l'art. Donc, ça a été fait il y a plusieurs années. Puis ça, c'est de la réalité virtuelle. Donc c'est complètement un environnement qu'on reconstruit. Je pense que c'est en Italie, ça. Et puis, on entend les gens qui se déplacent, et puis les bruits qui sont avoisinants, évidemment, dans ce principe. Donc ça fait le tour des différentes cartes. Donc vous voyez, les cartes, ça sert à plein de choses. Ça peut servir à la conservation du patrimoine sonore, de la biodiversité, comprendre les changements sonores des lieux, faire des cartes de bruit pour informer la population, d'urbanisme, etc., l'artistique, simulation. C'est vague, là, c'est vague, c'est vaste. Il y a plein de choses. Là. Puis la géomatique là-dedans, c'est pas juste des cartes, on s'entend. La carte, c'est le produit final. Il y a tout un tas de choses aussi qui doivent être faites avant. Dans l'exemple, le premier, c'est les cartes d'inventaire. On a besoin de quoi? On a besoin tout simplement de façon de parler, mais d'aller collecter de la donnée, donc avec des GPS, avec des enregistreurs, avec des téléphones intelligents, peu importe. Puis, on va la mettre sous forme de carte au final. Donc, évidemment, il y a des bases de données entre deux, il y a du sigle, mais on a ça qui est utilisé. Ensuite, on veut faire des cartes qui sont plus des cartes d'analyse. Ben là, on va les faire plus de la télédétection parce qu'on a besoin d'avoir de l'information sur le territoire, l'occupation du sol. On a besoin de beaucoup de choses pour pouvoir, au final, produire ces cartes-là. En plus des informations de bruit qui doivent être collectées à travers un sigle. Et puis, la dernière étape, c'est les diffusions, l'infrastructure de diffusion sur le web. Souvent, c'est géomatique. Dès qu'on a une carte, on n'a pas le choix, il faut jouer avec le géospatial. Et puis là, on diffuse. Ça m'amène à différentes présentations de projets que j'ai pu travailler ou participer, ou en tout cas j'étais relié. Donc ça, c'est un premier exemple où en gros, on a utilisé un peu de télédétection pour pouvoir obtenir des informations d'occupation du sol qu'on n'avait pas à l'Université Laval, notamment le gazon. On ne l'avait pas, donc on a fait des traitements pour avoir ça. L'idée en arrière de ça, c'est d'avoir en gros représenter le territoire en fonction de ce qui est réduit, qui fait de la réflexion de l'onde acoustique. Donc, on leur présente cette manière-là. C'est juste un exemple, là, des étudiants qui avaient fait ça. Puis, on a l'autre côté où on va aller faire la modélisation du bruit. Donc là, on a le principe standard, là, c'est celui-là. C'est qu'on a, en fonction de, là, c'est les axes routiers, tous les temps de distance, on a des petits points, là. Ça, c'est des sources sonores. On va dire, ça fait 65 décibels. Après, on fait un lancer de rayon vers une grille de récepteurs. Donc, on lance tout obstacle, tout ce qui se trouve le long du rayon, on fait des calculs. C'est des calculs tout le temps pour arriver à chaque récepteur, ce qui nous permet au final d'obtenir, je vais aller plus vite, mais pour chaque point, on a une valeur. Donc, s'il y a un obstacle, comme là, c'est sur un bâtiment, ça fait 0. Il n'y a pas de valeur associée à ça. C'est qu'au total, on obtient plein de points, puis on fait une interpolation. C'est fait simplement, juste pour que vous compreniez. Évidemment, ici, on prend le territoire, on prend d'autres calculs liés à l'acoustique pour pouvoir le faire de manière basique.
suivant la norme, les normes qui existent en lien avec ça. Donc, on a fait une application qui nous a permis de faire ce genre de choses, puis de pouvoir aussi simuler si on mettait un son supplémentaire, on l'applique automatiquement, puis ça se propage, donc on crée des nouveaux sons. C'est que de la simulation. Il n'y a aucune mesure acoustique qui a été faite quand on a fait ça. C'était juste pour pouvoir faire des tests avec les méthodes de calcul de base de l'acoustique. On s'est dit, on va essayer de le faire, pareil, encore sans acoustique, sur le même territoire, et là en utilisant des images à très haute résolution. Donc là, on avait encore notre problématique de gazon. Là. Donc là, on utilisait des images à 50 cm, ça date d'il y a quelques années. Bon, voilà, c'est la segmentation. En tout cas, c'était un beau bordel, c'était long, c'était un beau bordel. On ne pouvait pas faire grand-chose avec ça, je m'excuse du langage. Sur segmentation. Donc, on a dû travailler pour réussir à avoir quelque chose qui ressemblait plus à ce qu'on voit en arrière. Là. Donc, on a dû tricher un peu avec des données vectorielles pour essayer de classifier certains éléments là, pour au final obtenir une nouvelle classification d'occupation du territoire. Puis ça nous a permis de faire le test, comme je l'ai présenté avant, avec des lancers de rayons, puis de produire à partir d'une source, il se passe quoi? Puis ça se propage, puis on fait les calculs. Donc c'est toujours des calculs qui sont faits. L'exemple d'avant, on avait juste une question de distance quand on a fait les calculs. Là, on avait la question de prendre en compte le territoire avec des formules particulières, plus la distance. Donc c'est pour ça qu'on a un peu une représentation peut-être un peu plus précise que celle d'avant. Ensuite, un projet qui m'a été demandé, ou on m'a demandé, ou j'ai réussi à l'obtenir, plutôt là, c'est par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Eux, ils voulaient savoir c'est quoi, quelle méthode appliquer au Québec, en gros, pour la cartographie du gouffre. C'est quoi qui est le mieux, qu'est-ce qui serait le mieux? Il y avait tout un tas de questions. On a commencé avec une revue systématique. Donc, une revue systématique, c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment regarder la littérature scientifique sur un certain nombre d'années. Donc ici, c'était 2005 à 2019 à l'échelle mondiale avec tout un tas d'outils. Puis on était une équipe acoustique, géographie, géomatique. On a eu un petit peu de publications. On a eu 15 000 notices bibliographiques. Bon, on a réussi à en enlever un peu. On avait 3 000 doublons, donc on arrivait à 11 000. Au final, on arrivait à 170 articles qu'on a dû analyser et extraire l'information. Suivant évidemment tous les principes associés à tout ça, la revue systématique. Ça nous a permis de sortir, bon, je ne présenterai pas du tout un certain nombre d'informations. Là, c'est tous les pays qu'on a pu ressortir. On voit que le Brésil est très bien représenté, la France et ici, le Canada, aussi, il est encore loin, il est vraiment beaucoup représenté. Ce qui nous intéressait, on avait tout un tas, ça c'est ce qui était retiré comme information, l'extraction. Vous voyez, il y a beaucoup d'informations extraites. On ne travaille pas dedans. Puis on a fait nos analyses. Puis ce qui nous intéressait surtout, c'était de pouvoir classifier les méthodes. Qu'est-ce qui existe en fin de compte comme méthode? Il y en a qu'on a un peu créé parce qu'on ne les retrouvait pas beaucoup. Mais le principal, c'est une méthode traditionnelle. C'est qu'il fonctionne principalement par la même type de méthode. Les deux premières là, sont quasiment identiques. C'est celle que je vous ai expliquée, avec des relevés acoustiques. C'est-à-dire qu'ils vont valider que ce qu'ils modélisent a du sens, sinon ils recalibrent un peu leurs outils pour que ça se rapproche de ce qu'ils ont mesuré. C'est ça la méthode principale. Après, il y a d'autres méthodes qui existent. Méthode par surveillance, donc ça c'est plus quand on a des capteurs acoustiques qui sont permanents, puis à ce moment-là, ils modélisent en fonction en temps réel, temps quasi réel. Participatif, j'en ai montré, ce qu'ils font à Nantes, c'est ce genre d'outils-là qu'ils produisent. Cartographie 3D, c'est ce qui permet d'avoir une autre représentation, puis que c'était un intérêt qu'on avait à ce moment-là. Puis il y en a d'autres qui sont liés notamment avec des mélanges avec du paysage sonore. Ils mélangent les deux, surtout la perception, pour pouvoir avoir une idée de ce qui se passe à ce moment-là. Donc, comme je l'ai dit au début, ils voulaient savoir quelles sont les méthodes d'intérêt. Donc, on a analysé certains nombres de méthodes, puis on a fait des expérimentations. Donc, on avait 3 territoires, un qui était directement sur le campus de l'Université Laval à Québec, d'autres qui étaient un peu plus isolés. Je sais pas, David, tu as dû passer peut-être par là, Montmagny, puis la Pocatière, je ne sais pas si c'est rural, mais il n'y a pas trop de monde. On a fait des relevés,
Puis après, on a fait de la collecte de données, évidemment, ça amène beaucoup de choses. Un des points importants quand on veut faire de la modélisation du bruit, là, c'est d'avoir le trafic routier. Parce que c'est le principal, avec les trains et les avions, là, et c'est lui qui fait du bruit. Donc, si on n'a pas d'informations sur le nombre de véhicules qui passent à l'heure, on ne peut rien faire à part simuler. On va simuler, on va dire, il y a 70 décibels. Puis après, les modèles vont se faire le calcul, mais sinon, l'idéal, c'est d'avoir vraiment cette information-là. Et cette information-là est assez rare à trouver. Donc, ils ne la vendent pas, ou ils ne la donnent pas comme ça. Puis tout ce qu'on n'est pas capable d'avoir, il faut le produire. Donc après, on a expérimenté. Donc ça, je donne un exemple. Le traditionnel avec un logiciel spécialisé. Donc, on obtient une carte sur le campus de l'Université Laval. On a les données, on fait la propagation. Là, c'est des capteurs qu'on avait. Donc on a fait des relevés. Donc là, on produit tout simplement carte de points, c'est un inventaire. Après, on a fait l'interpolation bête et méchante avec un sigle. Bon, ça ne vaut pas grand-chose, mais on l'a fait. Puis là, on a utilisé des méthodes de régression linéaire, donc long use regression, pour pouvoir... Ça, c'était ce qui était le plus difficile et le plus long à faire, parce qu'on a dû croiser tout un tas de données pour pouvoir, au final, obtenir cette représentation-là. Mais c'est une méthode qui est beaucoup utilisée au niveau de la pollution de l'air. Eux, ils utilisent ce genre de choses, et ça permet d'obtenir ce genre de cas. Ça, c'était avec l'aspect participatif. Je me dépêche, je ne sais pas combien de temps ça achève. La modélisation 3D, donc on peut voir là deux types de représentation. Ici, c'est des Google Earth. C'est d'autres, on peut jouer sur les styles et tout ça. Donc, on voit ici, c'est les points, on met des points sur des bâtiments, donc ça vient multiplier le nombre de calculs de rayons. Donc, ça devient très énergivore, on va dire. On a tout analysé suivant des paramètres pour essayer de deviner lesquels qui étaient les mieux, les plus adaptés. Bon, ça c'est facile à faire parce qu'il y en a une qui est traditionnelle, mais on l'a fait. Mais après, on a dû faire des recommandations pour pouvoir l'appliquer. Donc, les recommandations qu'on avait, je pense qu'au niveau de l'acoustique, c'est à peu près pareil. C'est rendre public les données. C'est déjà la première chose. Donc, géomatique et acoustique, c'est le même combat. C'est bien, on fait des relevés, tout le monde chacun dans son coin, mais après, ça reste sur des bases de données internes, puis ça ne bouge pas, donc c'est pas très pratique, surtout pour l'historicité. Le trafic routier, j'en ai parlé. Mieux utiliser les données lidar et aéroportées et terrestres dans le contexte du bruit environnemental, parce qu'il y a certaines données qu'on n'a pas, des murets qui vont empêcher que le bruit passe à certains endroits sur le réseau routier. C'est pas une donnée qu'on a, là, donc c'est une donnée qu'il faut aller chercher. Donc là, ça prend des méthodes, on va dire, de manière générale, de détection, mais ça revient à faire ça. Sémiologie graphique, pas cartographe, mais bon, j'étais éduqué à la cartographie, à l'hygiène. Même si j'étais contre, là, on retrouvait des fois, je pense qu'on avait 14 thématiques sur. En tout cas, c'était pas logique comme échelle, comme manière de faire ça. Puis, initier, sensibiliser les utilisateurs finaux, parce que ça, c'était un des gros problèmes. Ça, c'est deux cartes qui sont complètement fausses. Mais on peut les présenter à n'importe qui, puis tout le monde va croire que c'est bon. Pourquoi c'est faux, là, juste pour l'histoire, c'est qu'ici, il y a un tunnel en dessous, puis il y a une route au-dessus. Donc au final, on a plein de lignes, c'est des axes routiers, c'est juste que c'est l'un sur l'autre. Puis quand on fait le calcul de bruit, c'est pas aussi foncé que ça, c'est forcément moins foncé. Puis là, c'est parce qu'il y a juste eu la simulation avec du trafic à ces endroits-là, donc c'est pour ça que c'est bon, les autres, on ne l'a pas fait. On peut tricher. J'ai eu un cas du plus grand spécialiste qu'on a au Québec sur les questions de bruit environnemental. Il avait deux cartes en face de lui. Il a fait une comparaison. Je lui ai dit, non, ça ne marche pas parce que ce n'est pas tout la même classification. Donc, tu ne peux pas les comparer. Et pour lui, il pouvait la comparer. Donc là, c'est une erreur de base pour un cartographe. Mais pour un acousticien, ça a paru comme s'il n'y avait rien. Je me dépêche encore. On a étudié les infrastructures. Donc ça, c'est comment on diffuse sur le web les informations. On a plusieurs sortes. C'est juste parce qu'on a dû faire des recommandations au final également. Donc on a fait des expérimentations avec quelques-unes. Puis les recommandations, je puisse aller là-dessus. C'est de pouvoir déjà intégrer des données acoustiques cartographiques sur des outils du gouvernement au Québec.
parce que ça se faisait pas. Il y a des exemples avec l'inondation, mais pas au niveau de la pollution sonore. Faire comprendre aux gens c'est quoi. Donc là, on est plus dans les cartes récits, les atlas. Faire des observatoires, ça c'est une recommandation qu'on leur a faite, parce qu'il y a besoin de travailler avec la donnée. Encore une fois, on est dans la centralisation de la donnée pour après leur diffuser. Ça ici, c'est un observatoire global de Saint-Laurent qui se trouve à Rimouski. Parce qu'on a parlé ce midi avec David, mais c'est ça, ils vont centraliser la donnée, ils vont faire tout un tas de traitements, de la collecte et tout, et après ils vont mettre en place tout un tas d'applications à façon suivant les besoins qu'ils ont. La donnée est au même endroit. Et des choses beaucoup plus avancées qui sont sur des infrastructures intelligentes pour pouvoir en gros prendre de la décision en temps réel à partir de données de capteurs puis mitiger tout ça. Ça, c'est les recommandations qu'on avait faites. Un autre projet, rapidement, sur les jumeaux numériques et l'application de ce genre de choses. Donc là, on est plus dans du 3D, puis on fait des calculs, en tout cas en masse, qu'on avait fait sur la ville de Québec. Là, c'est tout un tas de petits points partout. Là. On voit un petit peu. Et c'était pour pouvoir simuler ce genre de choses. Ça n'a pas été concluant parce qu'il faut modéliser en 3D complètement, puis on n'avait pas l'aspect capteur actif. Et je vais finir avec ma dernière partie, cartographie spatiophonique. Donc ça, c'est des tests qu'on a fait il y a quand même plusieurs années. L'idée, c'était, on va sur un territoire, jardin, c'était des jardins, domaine joli de Lotbinière, qui est au Québec. Puis on voulait cartographier, puis aussi relever les aspects sonores qui étaient associés à ce territoire, sachant qu'il y a des chutes d'eau, il y a des jardins, il y a du public évidemment qui va à cet endroit-là. Donc on est parti sur le terrain, puis on a été arpenté, ça s'appelle, on a arpenté le territoire avec des appareils spécialisés, on a fait des enregistrements, puis après on s'amusait à faire la carte parce qu'elle n'existait pas, c'était un territoire qui n'était pas cartographié, puisqu'on était dans des parcs, dans des petits jardins, on l'a cartographié, puis on a fait les relevés, donc on voit tout un tas de relevés, parce qu'on se déplaçait, des fois on s'arrêtait, mais des fois on se déplaçait, donc c'était au fur et à mesure. Je ne sais pas que c'est super intelligent, mais en tout cas, on avait un acousticien avec nous, donc on s'est dit, c'est bon, on fait ça comme il faut. Et puis après, on s'est amusé à faire un environnement virtuel par rapport à ça. Donc, on n'a pas eu tous les éléments sonores intégrés, mais le but du jeu, c'était d'arriver à avoir quelque chose comme ça pour nous aider après à monter des projets. Fait on a modélisé ce qu'il pouvait y avoir à modéliser sans que ça soit parfait. Nous, on avait surtout le terrain qui était parfait. Le reste, ça avait pris des botanistes ou d'autres spécialistes pour pouvoir avoir ça de manière propre. Donc ça, c'était un petit jeu qu'on a fait. Puis ça nous a amené surtout à nous poser la question que pour faire une cartographie, ce qu'on a appelé spatiophonique, on a besoin d'un certain nombre de composants. Donc la composante sonore, avec l'anthropophonie, la néophonie et géophonie, des données géospatiales, parce qu'on a besoin de faire des traitements pour pouvoir réussir à reproduire les cartes, de jouer avec les propriétés acoustiques pour au final réussir à faire différentes représentations, usages, tout ça, et modélisation des cartes qui peuvent être aussi bien 3D que 2D. Ça, c'était l'idée qu'on avait. Et c'est l'infrastructure en gros qui avait été définie. On n'a pas eu le projet, ça reste toujours d'actualité, c'est qu'il y a un problème de on vous accepte, mais on n'a pas d'argent. C'était le gouvernement, ça c'est le genre de réponse qu'on fait, là, on l'envoie 2 fois, 3 fois, il est accepté, tout le monde accepte, mais on n'a plus d'argent. Bon, ça on est bien. Et l'idée c'est vraiment de centraliser les données pour pouvoir les restituer sous forme numérique, pour pouvoir jouer au niveau de créer des nouvelles cartes suivant l'aspect temporel. On pouvait faire de l'artistique, on pouvait faire de la surveillance, on voulait faire tout un tas de choses, mais il fallait d'abord pouvoir tout centraliser dans une base de données et que tout se lie pour qu'après on puisse faire tout un tas d'applications en arrière de ça. Et que je conclue avec ça, merci.